Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Aujourd'hui, on va parler d'un rêve américain qui a viré au cauchemar. Une histoire de beauté, de richesse et de trahison glaciale. Parce que parfois, derrière les sourires éclatants et les photos de magazines se cachent des secrets si sombres que même les tapis rouges ne peuvent plus les étouffer. C'est l'histoire d'un homme puissant, un millionnaire du nom de Dino Guglielmelli et d'une femme sublime, Monica Olsen, mannequin aux allures de déesse nordique. Ensemble, ils formaient ce qu'Instagram appelle aujourd'hui un couple goal. Vous savez, le genre à faire pleurer les célibataires et enrager les jaloux. Glamour, fortune, charisme, tout semblait leur sourire, en apparence. Mais derrière les flashs, il y avait les failles, derrière les rires, les rancunes. Et après 9 années de mariage, leur idylle s'est lentement décomposée. Fini les promesses éternelles, fini les regards passionnés, place aux avocats, à la séparation et bientôt à l'horreur. Mais pour comprendre comment ce conte de fées a tourné au thriller de bas-fond hollywoodien, il faut remonter à l'origine. Monica Olsen a vu le jour en 1981 dans une petite ville paisible du Canada. Une famille droite, éduquée, pas le moindre scandale à signaler. Une enfance sans histoire, du moins en surface. Très tôt, Monica s'est mise à rêver de podium, de flash, de projecteurs. Elle voulait briller et elle avait tout pour ça. Une beauté magnétique, une silhouette sculptée pour les défilés et surtout une ambition qui aurait fait peur à Wall Street. À l'adolescence, elle enchaînait les castings, publicités, shootings, défilés. Monica ne courait pas après le succès, elle le traquait. Et quand on vous dit qu'elle était brillante, ce n'est pas une métaphore de mannequin. Elle a décroché une maîtrise en finance internationale, rien que ça. Et en bonus, elle parlait 7 langues. Oui, 7. L'intelligence, la beauté, la persévérance. Monica avait le combo gagnant, et elle le savait. Mais le monde de la mode ne suffisait plus. Elle voulait Hollywood, les caméras, la gloire à grande échelle. Alors, elle a quitté New York, direction Los Angeles. Au début des années 2000, Monica a réussi à décrocher un petit rôle dans un film que vous connaissez sûrement tous. Une nana au poil. Oui, celui-là. Comédie adolescente devenue culte, sortie en 2002 et qui a marqué toute une génération. Ce n'était pas un rôle principal, non, mais suffisant pour qu'elle apparaisse à l'écran et surtout pour qu'elle fasse des rencontres stratégiques. C'est d'ailleurs pendant ce tournage qu'elle s'est rapprochée d'une autre étoile montante à l'époque, Rachel McAdams. Les 2 jeunes femmes ont développé une relation amicale, complice. Un détail? Pas vraiment, parce que c'est dans ces milieux-là que tout se joue. Les bons contacts, les bonnes soirées et parfois les mauvaises rencontres.
L'été suivant, en 2003, Los Angeles étouffait sous le soleil. Monica, 22 ans à peine, rayonnait. Et c'est là, dans cette ville de faux semblants et de vrais billets verts, qu'elle a rencontré Dino Guglielmelli. 42 ans, millionnaire, séduit en moins de 2 secondes. Lui, il ne cherchait pas une aventure. Il voulait une reine pour son empire. Mais avant de parler de Dino l'homme d'affaires, il faut comprendre Dino, le rêveur. Né en 1961 dans l'État de Washington, Dino a grandi dans une grande famille, version sitcom américaine, 7 enfants, une ferme, des repas bruyants et un gamin qui, très tôt, a troqué le tracteur contre une guitare. Oui, Dino voulait être une rockstar, et quitte à rêver grand, il a laissé tomber ses études dès le collège et a mis les voiles vers Los Angeles. Sauf que la musique, ça nourrit l'âme, pas l'estomac. Alors, à 20 ans, Dino a rangé sa guitare et s'est retroussé les manches. Il est devenu agent d'entretien dans une usine de traitement des déchets. Glamour, on vous dit. Mais il ne s'est pas arrêté là. 3 ans plus tard, le voilà chef de bureau. Et au bout de 7 années, directeur. Pas mal pour un ancien aspirant rocker, hein? En parallèle, Dino dévorait des livres sur le business, testait des idées, cherchait le filon. Il voulait créer, innover, marquer son époque. Spoiler, il y est arrivé. À 30 ans, Dino a eu ce qu'on appelle le flash, l'idée, celle qui transforme un homme ordinaire en homme d'affaires redouté. Il s'est lancé dans un domaine en or, la production de compléments alimentaires et de produits cosmétiques naturels. Et sa philosophie était simple, presque trop. Il répétait à qui voulait l'entendre. Amis, collègues, serveurs de restaurants. Tout le monde veut vivre longtemps et rester beau. Visionnaire ou opportuniste? Peut-être un peu des deux. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'est jamais imaginé échouer. Et spoiler, il n'a pas échoué. Loin de là, son entreprise a explosé. Au sommet de son empire, Dino possédait 4 usines et gérait environ 300 employés. Sa fortune s'est envolée, tout comme son train de vie. Villa luxueuse, voiture de collection, piscine à débordement. Dino nageait littéralement dans l'or. 48 millions de dollars par an. Oui, vous avez bien entendu. Mais, comme souvent avec les self-made men, le passé ne s'efface pas si facilement. Dino avait déjà été marié. De cette union, 2 enfants, un garçon et une fille. Mais le mariage s'était soldé par un échec. Une page tournée, du moins officiellement, parce que quand Dino a croisé Monica, ce n'était pas juste un nouveau chapitre, c'était un nouveau livre. Il est tombé amoureux au premier regard, comme dans les contes de fées, ou les séries Netflix au scénario douteux. Il l'a courtisé comme un prince. Dîner dans des restaurants que vous et moi n'oserions même pas googler. Bijoux, vêtements de créateurs, voyages. Rien n'était trop beau pour Monica. Dino était aux anges. Monica, elle souriait. Et puis, 6 mois après leur rencontre, le couple a pris l'avion. Direction l'Italie, le berceau des amants éternels, des couchers de soleil romantiques et des demandes en mariage surprises. Et là, sous le ciel italien, entre 2 verres de vin et un panorama à faire pleurer les cartes postales, Dino a fait sa proposition. Malgré la grande différence d'âge, la belle Monica a accepté d'épouser le millionnaire. Et soyons honnêtes, il était difficile de dire non à tout ce qu'il lui offrait. En 2004, ils ont célébré un mariage somptueux en plein cœur de New York. Luxe, faste,
robe hors de prix. Les mariés rayonnaient. C'était beau, presque trop, comme une pub pour parfum de luxe. Mais dans les coulisses, les rumeurs allaient bon train. Les proches de Dino estimaient que Monica n'était là que pour son argent. Pour eux, c'était clair. Elle était une chercheuse d'or, version haute couture. Dino, lui, ne voyait rien, ou ne voulait rien voir. Après le mariage, le couple a emménagé dans une propriété démesurée à Santa Clarita, en Californie. Leur maison faisait 650 mètres carrés. Dedans, 6 chambres, une cuisine immense, un salon lumineux, une salle de jeu digne d'un casino privé. Et dehors, un hectare de terrain, une piscine d'eau de mer, un spa privé et même une maison d'invités. Oui, on était bien loin de la petite cabane de l'enfance de Dino. Au début, leur vie conjugale était vraiment heureuse. Les enfants aînés de Dino vivaient avec eux. Dino développait son entreprise, Monica continuait à travailler comme modèle. Ils formaient une famille dorée, parfaite, en surface. Puis, en 2005, Monica est tombée enceinte. Elle a mis de côté sa carrière, le temps de se consacrer pleinement à la maternité. Peu de temps après, le couple a eu une fille, qu'ils ont prénommée Vendela. 2 ans plus tard, une autre petite fille est née, Sienna. Monica s'est alors plongée corps et âme dans son rôle de mère. Mais avec les années, une fissure a commencé à apparaître, discrète, silencieuse, mais bien réelle. Monica a réalisé que la maternité ne suffisait pas, que ce rôle, aussi sacré soit-il, n'était pas ce à quoi elle voulait consacrer toute sa vie. Et cette prise de conscience a tout changé. En 2008, Monica a pris un nouveau tournant. Avec le soutien affiché de Dino, du moins au début, elle a lancé sa propre ligne de cosmétiques naturels. Nom de la marque: Skin by Monica Olsen. Épuré, élégant, efficace. Et comme si ça ne suffisait pas, Monica a commencé à reprendre petit à petit ses activités de mannequin et d'actrice. Les podiums, les flashs, les contrats, la scène l'appelait de nouveau. Alors pour gérer ce nouveau rythme de vie, elle a engagé une nounou, une femme présente presque H24 dans leur manoir, à s'occuper de Vendela et Sienna, pendant que leur mère courait les studios et les défilés. Puis, en 2011, tout s'est accéléré. La carrière de Monica a littéralement décollé. Elle enchaînait les séances photos à Hollywood, à New York, à Milan. Elle travaillait avec des stylistes reconnus, le genre de nom qui ne signe qu'avec les visages bancables. Et Monica en faisait désormais partie. Elle rentrait parfois tard, bien après que ses 2 filles soient endormies. Mais son business, lui, s'épanouissait. Sa marque de cosmétiques a explosé. 2 géants de la distribution ont accepté de collaborer avec elle, installant fièrement ses produits dans leurs rayons. Skin by Monica Olsen était devenue une marque à part entière, une marque rentable. Et dans cette ascension fulgurante, Monica a compris quelque chose. Elle ne voulait plus dépendre de l'argent de son mari. Elle voulait son indépendance, financière, sociale, totale. Mais Dino, lui, n'a pas très bien pris la chose. Il a observé sa femme briller, de plus en plus fort, et au lieu d'en être fier, il est devenu jaloux. Un sentiment rance, lent, insidieux. Il voyait Monica lui échapper. Elle n'était plus sa femme. Elle était devenue une femme libre. Et ça, pour un homme comme Dino, c'était inacceptable. Lui, il voulait une épouse à l'ancienne,
une femme qui reste à la maison, qui fait des enfants, qui s'occupe du foyer pendant que monsieur s'occupe du business. Même Gino, le frère aîné de Dino, a remarqué que quelque chose clochait. Il a vécu 6 mois sous le même toit que le couple et il a vu. Dès les premiers jours, il a senti la tension. Selon Gino, le frère aîné, le problème était clair comme de l'eau trouble. Monica et Dino avaient tous les deux de fortes têtes, 2 orgueils, 2 feux, mais une seule maison, et aucun des deux n'était prêt à plier. C'était une guerre d'ego, sourde mais constante, et dans cette bataille-là, chaque regard, chaque silence valait une gifle. Dino, de son côté, n'acceptait pas que Monica continue à poser pour des séances photos suggestives. Il avait peur de perdre le contrôle, peur que cette femme qu'il avait façonnée, aidée, élevée, lui échappe complètement. Alors, petit à petit, il a changé. Il a commencé à devenir autoritaire. Puis, cruel, froid, il s'est vengé, et pas n'importe comment. Dino était encore le propriétaire légal de l'entreprise, et il s'en est servi pour frapper là où ça faisait mal. Il a commencé à saboter les contrats que Monica avait signés avec des distributeurs. Les produits, ils n'arrivaient plus dans les rayons. Les clients, ils étaient livrés en retard ou pas du tout. Dino faisait tout capoter de l'intérieur, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a licencié des employés, il a fermé des lignes de production, il a détruit volontairement sa propre entreprise. Une vengeance lente, toxique et parfaitement calculée. Et pendant que son empire s'écroulait, Dino s'est jeté à corps perdu dans un vieux rêve d'ado, celui de devenir rockstar. À 50 ans passés, oui, à 50 ans, Dino a fondé son propre groupe de rock. Il en est devenu le chanteur principal. Il s'est teint les cheveux en noir, s'est verni les ongles, a adopté un look de scène tout droit sorti d'un clip des années 80, sauf qu'on n'était plus en 80. Quand Monica lui a demandé ce qui se passait, il lui a répondu froidement « C'est l'image que je dois avoir sur scène, ne t'inquiète pas ». Sauf que Monica, elle, s'inquiétait, et pas qu'un peu. Elle a confié à ses amis que son mari commençait à devenir fou, et dans ses yeux, il n'y avait plus l'amour, plus le respect, juste la peur. Et puis un jour, Dino a franchi une nouvelle ligne. Il a renvoyé la nounou, celle que les filles adoraient, qui était là depuis le début. Pourquoi ? Parce qu'elle était trop proche de Monica, trop loyale, trop humaine. Dino n'aimait pas ça. Fin de 2011, la situation était intenable. Le couple n'en était plus un. C'étaient 2 étrangers, sous le même toit, et chaque jour était une guerre ouverte. Les disputes n'avaient plus de pause. Les silences étaient devenus violents. Il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus que le bruit. Et le pire était encore à venir. Dino a fini par demander le divorce. Plus question de cohabitation sous le même toit. Il a emménagé dans la maison d'invités, oui, celle qui trônait à côté du spa privé et de la piscine d'eau de mer. Il voulait limiter au maximum les interactions avec son épouse. Officiellement, ils étaient encore mariés. En réalité, ils étaient déjà ennemis jurés. Et pendant que la procédure traînait, Dino, lui, n'a pas attendu. Le millionnaire a recommencé à sortir. Il a enchaîné les conquêtes, les aventures. Plusieurs maîtresses, parfois en même temps. Et le plus surprenant, il ne cachait rien, pas à ses amis, pas même à ses filles. Monica devait voir, elle devait souffrir. Mais ce n'était que le début. Car à cette époque, Dino a contacté un vieil ami, Rick Furman, 46 ans, ancien militaire, homme de confiance et surtout partenaire commercial.
Ensemble, ils fournissaient des vitamines et des compléments alimentaires à l'armée. Ils se connaissaient depuis longtemps, trop longtemps, peut-être. Et ce que Dino lui a dit ce jour-là change tout. Je veux me débarrasser de Monica, le plus vite possible. Froid, direct, aucune hésitation. Dino se plaignait à Rick de sa femme. Selon lui, Monica couchait avec tout ce qui bougeait, homme, femme, peu importe. Il affirmait qu'elle était une mauvaise mère, qu'elle buvait trop, qu'elle consommait des substances interdites. Et derrière cette avalanche d'accusations, un seul objectif, la détruire légalement. Dino avait peur de perdre la garde de ses filles, peur de partager ses biens et surtout peur de verser une pension alimentaire de 55 000 $ par mois. Oui, 55 000 par mois. Alors, il a tendu la main à Rick. Il lui a remis une copie des clés de la voiture de Monica. Il lui a donné des informations précises, où elle allait, à quelles heures, avec qui. Dino voulait que Rick glisse des substances interdites dans son véhicule, puis appelle la police. Objectif, arrestation, scandale et expulsion vers le Canada. Mais ce n'est pas tout. Dino, en parallèle, a commencé à manigancer. Il a déposé des documents prouvant que son entreprise était en difficulté. Résultat, la pension alimentaire a été réduite à 25 000 $. Il gagnait du temps. Il grignotait le système. Un avocat spécialisé en divorce lui a pourtant dit la vérité. « Laisse tomber, tu vas perdre. Paye et tourne la page. » Mais Dino n'a pas accepté. Lui, perdre face à Monica, jamais. Il ne voulait pas lui donner ses filles, ni partager son entreprise. Pour lui, céder était une humiliation. Alors, il est revenu vers Rick. Et là, l'histoire a franchi un seuil glaçant. Un jour, Rick lui a affirmé qu'il avait infecté Monica avec le VIH. Oui, il a déclaré qu'elle était désormais malade, condamnée, en route vers le sida. Et Dino? Il a souri. Un large sourire, froid, carnassier. Il a dit que cette nouvelle le réjouissait énormément. Pour lui, c'était une victoire, une punition divine, une délivrance. Et, pendant un moment, Dino s'est calmé. Il a décidé que ça suffirait, que le destin avait fait le travail à sa place. Mais tout a changé au début de l'année 2012. Et ce qui allait suivre n'était pas une punition, c'était un plan, un vrai. Et cette fois, avec une cible en chair et en os. Le soir du 16 janvier, l'ambiance dans le manoir était électrique. Une nouvelle dispute a éclaté entre Dino et Monica, devant les filles. Encore, les cris ont traversé les murs, les regards se sont figés et cette fois, Monica a eu peur. Elle a pris ses deux filles, les a enfermées dans sa chambre, a verrouillé la porte, le cœur battant, les mains tremblantes. Elle ne savait pas quoi faire. Mais Dino, lui, n'en démordait pas. Il hurlait, il menaçait, il ne lâchait rien. Alors Monica a appelé la police. Elle espérait qu'il la protégerait, qu'il comprendrait. Mais trop tard. Parce que Dino, plus rusé que jamais, avait déjà appelé le 911. Avant elle. Il avait dit que Monica l'avait attaqué, qu'elle lui avait frappé le visage. Et pour appuyer son récit, il a montré une photo, une image où l'on apercevait de légères égratignures sur son cou, suffisant, visiblement. Quand les policiers sont arrivés, ils ont cru Dino, pas Monica. C'est elle qu'ils ont menottée, c'est elle qu'ils ont emmenée au poste. Et ce soir-là, Monica a dormi dans une cellule entourée de criminels dangereux. Une mannequin,
une mère, une femme en panique, enfermée, traumatisée. Quelques jours plus tard, une affaire de violence domestique a été ouverte contre elle. Et en janvier 2012, Dino a obtenu une ordonnance restrictive. Il a obtenu la garde exclusive de Wendella et Sienna. Et Monica, elle a été contrainte de quitter le manoir, éjectée, effacée. Mais voilà, Dino avait déjà fait ce coup-là. Son ex-femme, Leitia, l'a raconté. Au moment de leur divorce, Dino l'avait accusée aussi de violence, de consommation de substances illégales. Il avait menti à tout le monde et ça avait marché. Leitia avait tout perdu. Les enfants, la maison, l'entreprise de cosmétiques et de compléments qu'ils avaient créés ensemble. Selon elle, Dino était un homme froid, calculateur, sans cœur. Elle n'avait aucun doute. Il les avait toutes salies pour protéger ses intérêts. Mais Monica n'était pas Leitia. Elle a décidé de se battre. Pendant 13 mois, elle s'est battue pour laver son nom. Elle a rassemblé les preuves, a fait appel, a tenu bon. Et au bout de cette longue traversée, elle a gagné. Les accusations ont été levées. La justice a reconnu son innocence. Et elle a pu retrouver ses filles. Mais Dino était furieux, humilié, enragé. Et dans cette fureur, il est revenu vers son ombre, son fidèle complice, Rick Furman. Il l'appelait sans relâche 5, 10 fois par semaine. Toujours avec le même refrain. Il faut s'en débarrasser. Elle doit disparaître. Mais cette fois, Dino ne voulait pas juste une arrestation. Il voulait une exécution. Il voulait une mise en scène sordide, une mort qu'on attribuerait à des gens du milieu de la drogue. Il voulait qu'on retrouve Monica mutilée, décapitée, jetée dans un fossé. Le 1er octobre 2013, Dino et Rick déjeunaient ensemble, dans un petit café. Dino savait que Monica était en vacances au Mexique. Un timing parfait selon lui. Les deux hommes ont commandé un plat chaud, le genre de repas banal, sauf que la conversation, elle, était tout sauf ordinaire. Rick lui a annoncé qu'il avait engagé quelqu'un, au Mexique, que Monica mourrait dans quelques heures. Et là, Rick lui a laissé une dernière chance. Il lui a dit qu'il pouvait encore faire marche arrière, stopper tout. Mais Dino n'a pas reculé. Quand Rick lui a demandé « Et ta fille, elle va vivre comment sans sa mère ?» Dino a souri et a répondu, sans la moindre émotion, « Ne t'en fais pas pour ça, je suis un bon père. Je trouverai une nouvelle mère pour elle, une meilleure, bien meilleure. » Voilà, le décor était planté. L'ordre de mort était lancé. Puis les deux amis ont parlé business. Dino a promis de verser 80 000 $ à Rick pour le meurtre. Aucun détail, pas de scénario. Dino a dit qu'il lirait tout dans les journaux, comme un spectateur lambda de son propre crime. Le déjeuner a duré environ 1h30, dont un quart d'heure consacré à planifier un homicide. Puis Dino s'est levé, a serré la main de Rick et est rentré chez lui, probablement satisfait, convaincu que tout était réglé. Sauf que non, parce que ce que Dino ne savait pas, c'est que Rick avait déjà retourné sa veste, depuis plusieurs jours. Le dictaphone, déjà en place, planqué sous la table du café, et autour d'eux, des policiers en civil assis aux autres tables, café à la main, oreilles tendues. La scène était une pièce de théâtre, et Dino était l'acteur principal, sans script de sortie. Monica, elle, était vivante. Elle s'était réfugiée dans un hôtel en Californie, cachée, terrée, à attendre.
que la justice fasse enfin son travail. Et le 2 octobre 2013, ça a été le jour du choc. Dino a été arrêté dans sa villa luxueuse à Valencia sous les yeux de ses propres filles. Menotté, accusé de tentative de meurtre. Et bien sûr, il a nié. Dino a juré que Rick l'avait piégé, qu'il voulait voler son entreprise, qu'il était jaloux de Monica. Dino a même inversé les rôles, accusant Rick de vouloir tuer sa femme, tout seul. Mais les preuves étaient là, et elles étaient accablantes. Et ce n'est pas tout. Depuis sa cellule, Dino a tenté de faire tuer Rick Furman. Il a proposé de l'argent à des co-détenus. Il a voulu effacer le témoin, étouffer la vérité. Mais l'histoire était déjà trop grosse, trop sale. Rick, de son côté, a dû fuir la Californie, menacé, traqué, contraint de se cacher. Pendant l'enquête, la façade de Rick a commencé à s'effriter. Son passé militaire, une illusion. Il n'avait servi qu'1 an, blessé, démobilisé, carrière ratée. Pas le tueur qu'il prétendait être. Quand on lui a demandé s'il avait déjà tué quelqu'un, Rick a répondu « Jamais » sur le territoire des États-Unis. Ambigu, terrifiant, les deux. Et ce n'est pas tout. Rick avait menti à Dino plusieurs fois. Il avait inventé des contrats militaires, falsifié des signatures, dans l'espoir, dit-il, de le distraire, de le calmer, de l'éloigner du bord du gouffre. Même le fameux VIH, inventé. Rick avait menti pour faire croire à Dino que Monica allait mourir naturellement, espérant ainsi l'éloigner de son obsession meurtrière. Les procureurs ont résumé l'affaire ainsi. 2 hommes tordus, malades, dangereux, mais l'un avait franchi la ligne. Et malgré tous les doutes autour de Rick, aucune charge n'a été retenue contre lui. À l'été 2014, le procès a commencé. Dino, fidèle à lui-même, a continué à se présenter comme la victime. « Je n'ai fait que travailler dur et faire confiance à un faux ami », disait-il. Le juge, réaliste, lui a proposé un deal. Plaider coupable, réduire sa peine. Dino a cédé. Il a admis sa culpabilité pour tentative de meurtre au 2e degré. Verdict, 9 ans de prison. Un choc? Pour Monica, oui. Elle espérait plus, elle voulait justice. Une vraie, pas une version édulcorée. Après le verdict, Monica a officiellement divorcé. Elle a déclaré que son seul but désormais était de s'occuper de ses filles. Wendella et Sienna savent pourquoi leur père est en prison. Et cette vérité, elle la porte tous les jours. Après le divorce, Monica a hérité de la villa de Valencia. Mais elle n'a jamais pu y vivre. Chaque bruit, chaque couloir, chaque ombre lui rappelait le cauchemar. Elle a vendu la propriété pour 3 millions de dollars et a acheté un logement plus modeste, un endroit sans fantômes, un endroit où ses filles pouvaient dormir sans peur. Monica a essayé de relancer sa marque, mais l'entreprise a été un échec. Trop de souvenirs, trop de blessures. Elle a confié que si cette histoire n'avait jamais existé, elle aurait pu construire un empire. La société de Dino, elle, a été liquidée, vendue aux enchères. Les profits ont servi à rembourser ses dettes. Dino, lui, a purgé sa peine en Californie et en 2021, il est sorti de prison, libre. Mais face à ce genre d'histoire, on se demande toujours, est-ce vraiment fini? Merci chers abonnés
d'avoir suivi cette descente aux enfers avec moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout, méfiez-vous des gens trop parfaits. Parfois, le diable porte un costume 3 pièces. À la prochaine pour une nouvelle histoire où la vérité est plus sombre que la fiction.